PET scanner pour les 1B1 et pour les 1B2. Le dosage du marqueur SCC qui est toujours discutable, il n'est pas recommandé de façon systématique. On le fait parfois on ne le fait pas globalement, c'est pas du tout le plus important dans la prise en charge, il peut être utile s'il est élevé pour la surveillance, mais il n'a jamais été recommandé de façon indiscutable. Alors l'élément qui est important en ville, c'est le délai entre anapath et traitement qui, dans les recommandations, doit être inférieur à 3 mois. Et en sachant que dans ce délai, on doit potentiellement parfois faire des chirurgies de stadification. Donc comme quoi, c'est pas si long finalement 3 mois entre le fait d'avoir l'anapath et de mettre en place un traitement. D'où l'importance de pouvoir communiquer facilement avec des centres de référence et l'adressage des patientes. Alors, au niveau de la classification FIGO et de la répartition des malades, on reste sur des prises en charge assez classiques où les cancers, donc ça n'a pas beaucoup changé, où les cancers précoces, les cancers qui sont peu étendus, donc qui font globalement moins de 4 cm, et même maintenant on commence à parler de 3 cm sur la taille maximale des cancers qu'on va opérer, donc qui sont au maximum 1B2, c'est des cancers qu'on va traiter par chirurgie. Et au-delà, les cancers qui sont localement avancés, donc soit qui font plus de 4 cm, soit qui sont étendus par exemple au paramètre, soit où il y a une atteinte ganglionnaire, ces cancers-là relèveront de la radiochimiothérapie concomitante et d'une curithérapie. On commence à parler aussi du protocole Interlace où on débute avant ce traitement-là pour ces cancers avancés par une chimiothérapie d'induction pendant 6 semaines. Mais voilà, ça a montré une efficacité dans cette étude, mais ça reste assez discuté et avec un protocole qui est quand même assez morbide pour les patientes. Donc on ne pratique pas encore systématiquement du tout. Alors, la place de la conisation de stadification, donc ça c'est quelque chose qu'on va pratiquer maintenant de façon plus fréquente, qu'on faisait probablement moins avant, où en fait on va commencer la prise en charge pour les cancers qui sont vraiment localisés au col. Donc tous les cancers micro-infiltrants, alors parfois ils sont déjà découverts sur la pièce de conisation, mais sinon, s'ils ont été découverts sur biopsie ou si même le cancer est visible à l'IRM, qu'il est un peu plus volumineux, qu'on a un stade 1B1, voire même un stade 1B2, on va facilement commencer par une conisation de stadification. Ça permettra plusieurs éléments. D'une part, d'enlever le cancer déjà de façon plus large, ça va nous permettre d'être plus précis sur la classification de FIGO et surtout sur le statut des emboles. Donc, on aura évidemment une meilleure analyse de l'infiltration lymphovasculaire par des emboles sur une pièce de conisation que sur une simple biopsie. Et on sait que le stade FIGO évidemment, mais surtout les emboles sont un élément pronostique majeur avec des patients qui ont des emboles vasculaires, qui ont beaucoup plus d'atteintes ganglionnaires, beaucoup plus d'atteintes paramétriales, une survie globale à 5 ans et une survie sans récidive à 5 ans, même pour les stades précoces, qui est altérée par rapport aux patientes qui n'ont pas d'embole. Donc cette conisation, elle a déjà cet intérêt-là de stadification, de visée pronostique, et ça va nous permettre aussi de mieux apprécier la stratégie thérapeutique qu'on va envisager, puisqu'on va discuter le geste ganglionnaire, ganglion sentinelle, curage, la voie d'abord, célioscopie, la parotomie. Et cette conisation de stadification va nous permettre de mieux discuter ces éléments-là. Il y a un autre élément, c'est l'étude SUCOR. C'est une cohorte qui a servi à plusieurs choses, mais ils ont notamment utilisé en rétrospectif avec un score de propension pour lisser sur les potentiels biais de confusion. C'était multicentrique, il y avait pas mal de patientes. Et ils ont comparé les patientes qui avaient eu une conisation aux patientes qui avaient eu une hystérectomie d'emblée. Et encore une fois, en appareillant les patientes, en les matchant avec un score de propension. Et ce qui a été constaté, c'est que de façon significative, il y avait une meilleure survie sans récidive et une meilleure survie globale chez les patientes dont le traitement commençait par une conisation par rapport à l'hystérectomie d'emblée. Donc, c'est potentiellement difficile d'expliquer pourquoi, mais en tout cas, ça donne un intérêt supplémentaire potentiellement à cette conisation de première intention. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que sur les patients qui ont eu les conisations, alors il y a quand même du délai en plus, ça crée du délai par rapport à l'hystérectomie, puisqu'il y avait environ 50 jours de délai en moyenne, en médiane, entre la conisation et l'hystérectomie. Et en plus, il y a beaucoup de patientes, la majorité des patientes n'étaient pas en marge saine sur le cancer, sur cette conisation. Et donc, il y avait encore de la maladie dans la plupart des cas sur la pièce d'hystérectomie, mais cependant, on a eu quand même donc, une meilleure prise en charge et une légère meilleure survie sans récidive et globale chez ces patientes. Donc cette conisation de stadification, on va la pratiquer. Elle n'est pas précisée dans les recommandations européennes, ils n'en parlent pas tellement, et par contre, dans les recommandations françaises, on recommande cette conisation diagnostique de stadification pour les stades 1A1 à 1B1. En gros, c'est plus difficile de déterminer pour les 1B2. Alors, ça reste une recommandation faible, on a assez peu de données, mais c'est quand même particulièrement intéressant. Alors, évidemment, quand on fait cette conisation, et si on sait qu'on a une indication de geste ganglionnaire,
Quand on a un geste ganglionnaire qui est indiqué, dans tous les cas, on aura le ganglion sentinelle qui devrait être réalisé, même si après on fait le curage en systématique. Et donc, on peut tout à fait envisager de faire le ganglion sentinelle en même temps que la conisation. Comme ça, on aura encore une information supplémentaire avant la chirurgie complète d'hystérectomie et éventuellement de curage. Donc ça, c'est la première chirurgie de stadification qu'on peut réaliser. Évidemment, la chirurgie qu'on réalisait classiquement beaucoup plus fréquemment, c'était le curage lombo-aortique. Donc ça, l'objectif, c'était pour les patientes qui ont un cancer qui est localement avancé, les cancers qui sont volumineux, qui sont étendus au paramètre, et qui vont être traités par radiochimiothérapie. Et la question est évidemment de savoir si on étendait les champs d'irradiation aux espaces lombo-aortiques pour améliorer le contrôle de la maladie. Donc, auparavant, on réalisait ces curages lombo-aortiques chez l'ensemble des patientes qui avaient un cancer localement avancé, et on réalisait ce curage dans l'idéal jusqu'à la veine rénale en latéraux-aortique. Alors, on est un petit peu revenu en arrière de ce curage systématique, puisque dans les études, il y avait un bénéfice qui n'était vraiment pas franchement démontré pour l'ensemble des patientes, et malgré tout une morbidité supplémentaire. Le TEP scanner est aussi plus performant, même avec des TEP scanners performants, on garde un taux de faux négatif qui est de l'ordre de un peu moins de 5% pour ces cancers localement avancés. Donc, on a un peu arrêté de faire ces curages de façon systématique, simplement dans les stades 3C1, donc quand il y a une atteinte ganglionnaire pelvienne qui est diagnostiquée à l'IRM et a fortiori au TEP scanner, à ce moment-là, il est toujours recommandé de pratiquer ce curage ganglionnaire lombo-aortique, parce que même si le bénéfice est toujours un petit peu difficile à mettre en évidence, on sait qu'il y a quand même une modification de la stratégie thérapeutique dans un nombre vraiment important de cas. Dans 20 à 25% des cas, on va étendre les champs d'irradiation, on va modifier la stratégie pour les stades 3C1. Donc, dans les cancers avancés, c'est vraiment TEP scanner, et seulement s'il y a une atteinte pelvienne ganglionnaire, on va aller au curage lombo-aortique. Et les modalités de réalisation de ce curage sont aussi assez cadrées. C'est recommandé de faire une voie rétro-péritonéale, pas transpéritonéale. Évidemment, pas de laparotomie. Si on n'arrive pas à faire ce curage, en cas d'échec, parce qu'on n'arrive pas à s'exposer, on n'arrive pas à avoir un bon abord dans l'espace rétro-péritonéal, on a une complication assez comme ça, il est recommandé de ne pas convertir si ce n'est pas absolument indispensable pour une complication. Et ce curage, on le réalise plus jusqu'à la veine rénale. Toujours un petit peu difficile de remonter en rétro-péritonéal jusqu'à la veine rénale, même si tout est toujours faisable. Mais et la plupart des adénopathies qu'on pouvait diagnostiquer étaient dans l'espace latéro-aortique inframésentérique. Et donc on recommande maintenant, quand on réalise ces curages, de ne les réaliser que jusqu'à l'artère mésentérique inférieure. Donc on a quand même beaucoup réduit ces dernières années nos indications de curage lombo-aortique de stadification. Donc, au-delà de ces chirurgies de stadification, on a la discussion potentielle sur les discussions, les actualités qu'on peut avoir sur la chirurgie curative de ce cancer du col. Donc, pour les stades précoces, pour les stades 1A1, les stades 1A2 avec embol, sans embol, les stades 1B1, 1B2, où c'est le traitement chirurgical qui est recommandé. On va revenir sur le type de traitement, hystérectomie, élargie ou non, conisation qu'on peut réaliser, mais depuis plusieurs années, il y a surtout une grosse discussion sur la place du ganglion sentinelle, avec des données évidemment qui, dans la plupart des cancers, montrent que c'est une technique tout à fait intéressante, et notamment dans le pelvis, il y a différents intérêts par rapport même au curage, c'est-à-dire que ça permet, par rapport à un curage, déjà d'identifier des drainages atypiques. Si on fait des curages pelviens, on va réséquer les espaces de curage pelvien, mais s'il y a une voie de drainage atypique qui remonte directement en iliaque primitif, voire même en lombo-aortique, et ben on la loupera. Et donc on loupera potentiellement un ganglion malade par le curage pelvien. Donc le ganglion sentinelle, pour identifier et aller réséquer les drainages atypiques, c'est particulièrement intéressant. Il y a le fait qu'on peut faire de l'ultrastadification. On ne peut pas le faire sur un curage complet parce que ça coûte trop cher, c'est trop long. Par contre, quand on a le ganglion sentinelle ou les ganglions sentinelles, là, c'est recommandé de faire de l'ultrastadification, donc la section très fine des ganglions, avec des analyses spécifiques pour pouvoir identifier les micrométastases, voire même les cellules isolées, mais c'est surtout pour les micrométastases, parce que c'est elles dont la valeur pathogène est établie, ce qui ne l'est pas pour les cellules isolées. Et évidemment, quand on pratique le ganglion sentinelle et pas le curage complet, on a évidemment une baisse de la morbidité. Donc il y a quand même différents avantages à ce ganglion sentinelle, et c'est pour ça que depuis de nombreuses années, c'est recommandé de faire et le ganglion sentinelle et le curage pelvien en complément.
Maintenant, on réfléchit évidemment à ne réaliser que ce ganglion sentinelle, hein, vu l'extension des indications dans la plupart des cancers. Les Français ont fait beaucoup d'études sur le sujet. Donc, il y avait l'étude Santicol 1 qui a montré largement la faisabilité, l'étude Santicol 2 qui a surtout confirmé la baisse de la morbidité. Hein, on le voit ici sur les complications post-opératoires lymphatiques, une réduction significative de l'ensemble des complications. Et puis on avait aussi sur Santicol 2 donné précoces d'efficacité avec à 3 ans une survie sans récurrence qui était, donc c'est overall survival et survie sans récidive, qui était comparable, 92-94% pour les deux bras, donc curage GS et GS seul, sans significativité sur l'analyse statistique. On attend les résultats de Santicol 3, dont les inclusions sont actuellement fermées, donc on attend le suivi. Donc ça a été comparé encore GS seul versus GS curage. Et puis très récemment, une autre étude qui est sortie, l'étude Phoenix multicentrique, plus de 800 malades sur des cancers avec différents stades précoces, ça allait de 1 à 1 avec embol jusqu'à 2 à 1. Et ça, c'est une étude de non-infériorité qui, dans les résultats, confirme la non-infériorité du ganglion sentinelle contre le GS plus curage sur les survies globales sans récidive et une diminution de la morbidité. Donc on commence à accumuler quand même les données sur ce ganglion sentinelle pour pouvoir le réaliser de plus en plus largement. Alors là, les recommandations varient un petit peu entre les nationales et les SGO. Depuis 2023, dans les recommandations européennes, on peut pratiquer ce ganglion sentinelle dans les stades 1A, c'est-à-dire les cancers micro-infiltrants. Alors dans les 1A1 sans embol, il n'y a pas d'indication de geste ganglionnaire, mais dans les 1A1 avec embol et les 1A2, il y a la possibilité de faire ce ganglion sentinelle en alternative totalement au curage pour ces stades-là. Par contre, au-delà des 1B1, et donc pour les 1B1 et les 1B2, ganglion sentinelle et curage. Sur les recommandations nationales, on est resté pour l'instant sur le manque de preuves encore suffisantes à GS plus curage dans les stades. Voilà. Maintenant, chacun va avoir sa pratique, ses discussions en RCP. On va s'adapter dans tous les cas toujours un peu à chaque dossier. Mais nous, globalement, sur les 1A, on va quand même facilement réaliser des GS. Donc on a la question ensuite de la voie d'abord, au-delà des ganglions sentinelles. Ça a été une discussion aussi importante ces dernières années pour le cancer du col. On était évidemment passé à de la voie mini-invasive, comme dans toutes les chirurgies. Et puis, des études qui sont sorties dans la fin des années 2010, 2020, début 2020, qui ont montré, et notamment cette étude du New England, l'étude LLAC, ou LACC, qui a montré un pronostic qui était beaucoup plus péjoratif, tellement que l'étude a été interrompue pendant l'étude. C'était du randomisé entre célioscopie et chirurgie ouverte pour les cancers du col, opérables évidemment, et une survie sans récidive et une survie globale qui était largement altérée dans le groupe chirurgie par célioscopie par voie mini-invasive. Ça a été confirmé dans d'autres études, notamment la cohorte SUCOR dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait aussi une analyse sur la voie d'abord qui a aussi montré un pronostic plus péjoratif dans les célioscopies. Alors après, il y a potentiellement à dire, il y a toujours des discussions, des biais, des choses comme ça, des discussions sur le stade, mais depuis ces études et dans les recommandations nationales et internationales, on est très très rapidement du coup repassé à la recommandation de réaliser ces chirurgies d'hystérectomie pour les cancers du col de l'utérus par laparotomie. Donc pour Francogine, pour les études, pour les recommandations nationales, c'est la laparotomie qui est recommandée. Et pour l'ESGO, il y a une petite nuance, c'est que la laparotomie reste la voie d'abord recommandée, mais pour les tumeurs de stade 1B, alors là on parle des 1B, pour les 1A, c'est une autre discussion, mais pour l'ESGO, on peut faire des chirurgies encore par voie mini-invasive pour des petites tumeurs qui font moins de 2 cm et après une conisation si on est en marge saine, voilà, dans des centres experts. Donc ça laisse la possibilité quand même, quand on a une patiente où elle a une tumeur de 10-15 mm qui a été enlevée complètement par la conisation en marge saine, voilà, avec en plus des hystérectomies qui ne sont pas forcément supra-élargies s'il n'y a pas d'embol pour ces patientes-là, de pouvoir continuer à les faire par voie mini-invasive. Sur les prises en charge chirurgicales, sinon globalement, ça n'a pas beaucoup évolué. On reste sur une prise en charge assez simple pour les stades 1A. Les stades 1A1 sans embol, la conisation peut être considérée comme un traitement suffisant pour les carcinomes épidermoïdes. Pour les adénocarcinomes, on garde l'indication d'hystérectomie. Et quand il y a des emboles ou un stade 1 à 2, là, il y a une analyse ganglionnaire qui est nécessaire avec, donc on l'a déjà dit, soit le ganglion sentinelle
soit dans certaines situations, on peut toujours recommander GS plus curage, mais plutôt le GS, et sinon un geste plutôt d'hystérectomie, mais qui est une hystérectomie, saine, simple, pardon. Donc non élargie aux paramètres. Pour les stades plus avancés, pareil, la prise en charge n'a pas énormément évolué. On reste pour l'instant sur la recommandation de faire l'analyse évidemment par imagerie. S'il y a une atteinte ganglionnaire, ce n'est pas un traitement chirurgical. S'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire sur l'imagerie, c'est plutôt un traitement chirurgical. Donc on fait en première intention la biopsie, donc l'exérèse du ganglion sentinelle, soit sur une première intervention avec une conisation, dans ce cas-là on a une ultrastadification complète sur le post-opératoire, soit avec une analyse extemporanée en péropératoire, et à ce moment-là, on a un staging ganglionnaire, soit il y a une analyse qui est positive, et à ce moment-là, la patiente passe en radiochimiothérapie. Si c'est en extemporané, on ne fait pas l'hystérectomie, et on arrête l'intervention, on passe à un traitement de radiochimiothérapie. Et par contre, si le ganglion sentinelle est négatif, là, on complète l'opération par le curage complet et l'hystérectomie élargie, avec en fonction de certains paramètres, une hystérectomie qui est plus ou moins élargie en fonction de la taille tumorale, en fonction de la présence ou l'absence d'embole vasculaire. La préservation ovarienne est possible pour les patientes qu'on opère donc dans les cancers précoces, sauf pour les histologies HPV indépendantes, donc toutes les histologies bizarres. Mais pour les carcinomes épidermoïdes et les adénocarcinomes HPV dépendants, donc classiques, on peut conserver les ovaires. Et enfin, sur les cancers du col, la question potentiellement des chirurgies de clôture. Donc, je vais passer rapidement. La chirurgie de clôture, ça a toujours été une longue discussion, de savoir si ça améliorait le pronostic, et par contre, de potentielles morbidités très importantes chez les patients qui ont eu des radiochimiothérapies. Et globalement, les recommandations, c'est plutôt de ne pas en faire, sauf si on a un résidu tumoral évident et qui persiste. Après la radiochimiothérapie, on réévalue cliniquement par l'IRM, par le TEP scanner, et à ce moment-là, on peut, dans ces situations, faire une chirurgie de clôture. Donc voilà pour le cancer du col. On va passer aux actualités sur le cancer de l'endomètre. Donc sur le cancer de l'endomètre, pareil, il n'y a pas forcément d'énormes modifications dans tout. Alors sur la séquence diagnostique, on reste sur l'histologie qui est nécessaire. Donc le cancer de l'endomètre, classiquement, chez les patientes ménopausées, il y a des saignements, il faut absolument une histologie. Donc on fait la biopsie d'endomètre en consultation. Si elle montre un cancer, on passe à la prise en charge du cancer. Si elle ne montre pas de cancer, on fait très classiquement une hystéroscopie opératoire, une endométrectomie pour avoir une anapathe complète. Et c'est seulement si là-dessus on n'a pas de cancer qu'on est rassuré. La seule situation, c'est les situations d'atrophie de l'endomètre. Quelques saignements, une échographie qui montre un endomètre très fin, une hystéroscopie diagnostique éventuellement qui est normale, et à ce moment-là, on peut se passer d'une hystéroscopie opératoire, mais classiquement, on va avoir globalement besoin d'une histologie. Alors, dans les nouveautés, si on regarde les techniques, il y a de la recherche sur les moyens de diagnostiquer de façon précoce des cancers de l'endomètre par des méthodes moins invasives, ou alors de pouvoir même faire du dépistage. Donc pour l'instant, sur le dépistage, il n'y a pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas d'examen qui est très performant. Évidemment, le frottis est très peu performant, l'échographie n'est pas assez performante, l'ADN circulant, c'est pas du tout au point, et puis les analyses dont on va parler là sont encore trop chères, trop difficiles à proposer en dépistage. Par contre, pour le diagnostic précoce, il y a une très très bonne performance des techniques d'analyse, de recherche d'hyperméthylation de l'ADN sur du matériel au niveau cervical ou du matériel ou sur les saignements directement. Donc là, il y a deux techniques qui ont été développées avec vraiment de très très bonnes performances. Donc on en a deux. On a un dispositif qui est un tampon qui se place dans le vagin, alors je ne sais plus si c'est plusieurs heures ou plusieurs jours, pour récupérer du saignement d'origine intra-utérin. Et il y a une analyse de marqueurs hyperméthylés de l'ADN. Donc on voit sur le graphique de droite, entre les différents cancers qui peuvent exister, l'endomètre normal, la fréquence de ces marqueurs dans le sang qui vient de ces cancers. Donc ça, ce serait une première méthode. Et la deuxième méthode, c'est d'aller comme un frottis, récupérer du matériel au niveau du col, et pareil, faire ce même type d'analyse, de recherche d'hyperméthylation de l'ADN. Et ça, c'est un test qui existe déjà, développé par Gnosis, qui s'appelle EdenDX, qui n'est pas donc pour l'instant utilisé, ou je ne sais même pas s'il est utilisable en France, mais par contre à l'étranger, aux États-Unis, il est disponible. J'avais aussi discuté avec une collègue anglaise qui me disait que maintenant il pouvait l'utiliser presque en routine, quoi. Qu'en tout cas elle l'utilisait pour pouvoir, chez des patients qui ont des saignements, faire un test qui est beaucoup moins invasif, beaucoup plus facile à réaliser, beaucoup plus rapide, surtout chez les patientes ménopausées qui ont souvent une sténose du col, des choses comme ça.
que les biopsies d'endomètre et les hystéroscopies opératoires. Donc, c'est des examens qui sont tout de même intéressants. Évidemment, s'ils sont positifs, il faut confirmer par de l'histologie. Mais s'ils sont négatifs, on peut beaucoup plus facilement être rassuré. Ils sont réalisables beaucoup plus rapidement. Dans les nouveautés sur les années récentes et sur le diagnostic et la classification, c'est que globalement, sur l'endomètre, on a une classification qui est vraiment de plus en plus complexe et surtout qui est modifiée de façon extrêmement récurrente. Et donc difficile pour nous, à chaque fois, on est obligé de se référer régulièrement en staff, de savoir s'il y a eu des modifications très récentes. Mais globalement, on reste sur une classification de FIGO avec des stades 1 qui restent limités à l'utérus et des stades 2 qui peuvent être étendus au col, mais on a quand même des petites modifications, puisque par exemple, les histologies agressives qui ont une infiltration endométriale passent en stade 2C, par exemple. Maintenant, on n'est plus dans le stade 1, dans le stade 2C. Bon, après, les stades 3C avec l'atteinte métastatique et les stades 4 qui n'ont pas bougé, mais voilà, une classification qui s'est complexifiée. Dans les histologies, on distingue les histologies qui sont non agressives, donc les carcinomes endométriaux de grade 1 et 2, et puis les histologies agressives, donc les carcinomes endométriaux de haut grade, les cellules claires, les séreux, les carcinosarcomes, qui sont évidemment beaucoup plus agressifs. Et puis, comme dans le col, sur l'histologie, l'importance des emboles, qui est un critère d'agressivité, un critère de mauvais pronostic pour les cancers du col, et qui est aussi inclus dans cette classification FIGO. Donc il y a vraiment un ensemble de paramètres. Et puis, la nécessité d'apporter sur l'histologie et sur les analyses la classification moléculaire, avec donc ces marqueurs qui sont maintenant analysés de façon systématique dans l'endomètre. Donc la recherche de la mutation pôle, et en immunohistochimie, la recherche des mutations d'hyperexpression de P53 et du système MMR, est-ce qu'il est deficient ou proficient, donc DMMR, PMMR, et puis pour les PMMR, l'analyse des récepteurs hormonaux. Ça fait un ensemble d'analyses. Heureusement, on les a quand même relativement rapidement, sauf pour les mutations de pôle qui sont plus difficiles à avoir et qui classent les cancers en excellent pronostic quand il y a une mutation de pôle. Alors cette classification moléculaire, elle est très importante à avoir, elle a un intérêt pronostic majeur, et donc elle guide les traitements, et notamment les traitements adjuvants maintenant. Et donc sur énormément de cohortes, on voit les différences de pronostic entre les patientes qui sont mutées P53, qui sont évidemment les plus sévères, on le voit sur toutes les cohortes. Donc on a les cohortes PORTEC 3, c'était des cancers du col avancés, PORTEC 1-2, c'était des cancers du col plutôt débutants, et puis même sur des patientes non sélectionnées, sur l'ensemble des cancers du col, sur les graves du bas. À chaque fois, les courbes sont les mêmes. Les patientes mutées P53 sont les plus sévères avec le plus mauvais pronostic. Les patientes mutées pôle ont un excellent pronostic. Et ensuite, c'est les patientes qui sont DMMR ou non DMMR qui sont entre les deux. Alors, au bout d'un moment, ça nous donne clairement des maux de tête, surtout en RCP, où il faut arriver à déterminer les traitements adjuvants pour les cancers du col. Donc, on classe toujours les cancers débutants en risque de récidive faible, intermédiaire, haut intermédiaire et haut. Donc ça sur l'analyse post-opératoire finale et en fonction de l'infiltration du myomètre, de la présence d'emboles et de ces différents marqueurs immunohistochimiques. Là, on fait cette classification qui va guider les traitements adjuvants. Et donc, franchement, dans l'endomètre actuellement, le plus compliqué, c'est vraiment la classification. Alors, heureusement, pour nous chirurgiens qui avons un peu de mal à réfléchir parfois, cette complexité s'est simplifiée par la généralisation des ganglions sentinelles pelviens, puisque avant, en fonction du risque de récidive, c'est-à-dire en fonction de l'infiltration du myomètre, du grade, du type histologique, on pouvait discuter la réalisation de curage complet, pelvien, lombo-aortique. Mais maintenant, et assez récemment, dans les dernières recommandations de l'ESGO, il y a une généralisation de la possibilité de faire ce curage, de se faire ce ganglion sentinelle pelvien, ovaire d'indocyanine, avec un curage s'il y a un échec de détection, sauf pour les cancers à très faible risque, et avec les techniques d'ultrastadification qui sont recommandées, et donc qui sont réalisées en première étape de ces chirurgies, qui associent aussi évidemment l'hystérectomie avec l'annexectomie bilatérale dans la plupart des cas, par voie mini-invasive, et il est recommandé d'éviter la rupture et de ne pas morceler la pièce, même dans un sac, pour avoir une bonne analyse histologique. Donc s'il faut faire une mini-laparo en fin d'intervention pour extraire la pièce, on le fait. Mais donc une chirurgie finalement pour les cancers endométriaux, qui est assez standardisée pour tous les stades précoces, avec une hystérectomie, annexectomie et ganglion sentinelle pelvien. Donc la validité des GS pelviens, il y a toujours eu beaucoup de données, mais les études
avec des cohortes, des études randomisées qui ont montré qu'il y avait une très très bonne performance avec des taux de détection qui sont très élevés, très peu de faux négatifs et très peu d'atteintes finalement lombo-aortiques, alors que les GS étaient, enfin je veux dire très peu d'atteintes ganglionnaires, alors que les GS étaient négatifs. Donc on est vraiment sur des taux d'efficacité de plus de 95-99%. Donc c'est vraiment une technique qui est extrêmement performante. Et que ce soit pour des tumeurs à faible risque ou des tumeurs plus agressives, c'est-à-dire hautes, intermédiaires ou même hautes, donc pour des séreuses, pour des cellules claires, pour des carcinosarcomes. Donc dans ces études, il y a vraiment tous les types histologiques, avec embol, sans embol, qui étaient inclus, et une très très bonne performance donc, de ces ganglions sentinelles qui est maintenant admis pour les cancers de l'endomètre. Alors on retrouve la complexité après l'opération pour nos collègues oncologues et radiothérapeutes pour les traitements adjuvants, puisque en fonction du risque, et donc on reprend l'infiltration du myomètre, on reprend les emboles, on reprend le type histologique, on reprend P53, on reprend tout ça, et c'est avec ça qu'on va déterminer le traitement adjuvant entre rien, une curithérapie, une radiothérapie et éventuellement une chimiothérapie, avec parfois chimio et radiothérapie évidemment qui sont recommandées pour les hauts risques. Alors, dans les nouveautés, on a pour le cancer de l'endomètre la discussion autour du VNOT. Donc, il y a des équipes qui se sont mis à faire ces chirurgies par VNOT, donc célioscopie par voie vaginale, donc était initialement réservé à des pathologies bénignes, évidemment. On le pratiquait pour des kystes, des ligatures de trompe, des choses comme ça. Et donc des équipes qui ont fait des cancers de l'endomètre avec l'hystérectomie, l'anexectomie et les ganglions sentinelles. Donc avec différentes études, ça a été publié sur une série, ça a été publié en revue de la littérature, avec a priori, donc sur ces données qui sont assez récentes, hein, des très très bons taux de détection des ganglions sentinelles, et donc une technique qui semble tout à fait faisable. On voit ici la photo en haut à gauche, hein, on voit donc la zone ganglionnaire pelvienne obturatrice, et on voit vraiment, on a une image inverse de d'habitude, où d'habitude on arrive de l'autre côté, mais on voit très bien le nerf obturateur, les vaisseaux iliaques externes qui représentent la loge de curage. Alors, au-delà de ça, il y a la question de l'intérêt, hein, en sachant qu'on fait déjà ces gestes par voie mini-invasive. Alors c'est vrai que par voie vaginale, il y a une bonne tolérance des chirurgies, mais la voie mini-invasive reste aussi quand même une voie qui est assez bien tolérée. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en termes de nouveautés pour les cancers de l'endomètre. Et on va finir avec les cancers des ovaires. Alors sur les cancers de l'ovaire, pour la question de la chirurgie, clairement, il y a très très peu de nouveautés sur ces dernières années. La chirurgie, elle est importante pour la stratégie diagnostique, mais ça n'a pas beaucoup changé. On a la question de la chirurgie d'emblée ou d'intervalle après 3 cycles de chimiothérapie, ou enfin de chimiothérapie à 6 cycles. Et puis l'objectif de la chirurgie qui reste la résection complète de la maladie pour permettre l'amélioration du pronostic des patients. La chirurgie dans la récidive, parfois, mais ce n'est pas le plus fréquent, c'est plutôt généralement des reprises de chimiothérapie. Et puis les curages pelviens et lombo-aortiques qui étaient réalisés de façon systématique, mais il y a quand même maintenant pas mal d'années qu'on est revenu et qu'on réalise ces curages de façon non systématique, seulement en cas d'atteinte ganglionnaire. Donc, sur la chirurgie dans le cancer de l'ovaire, pas d'énormes nouveautés. Sur la stratégie de diagnostic, on reste donc souvent devant soit des situations très simples de carcinose évidente, où globalement il faut avoir de l'anapathe, on fait une célioscopie, on a parfois juste une discussion entre l'origine du cancer, entre ovarien et digestif. On va commencer par une colofibrose si on a un doute, mais voilà, des situations finalement diagnostiques assez simples, et des situations diagnostiques plus complexes, où on est face à une masse ovarienne qui peut éventuellement être indéterminée. On ne peut pas faire de biopsie pour ne pas rompre la masse. On veut éviter de faire une kystectomie si c'est un cancer, mais on veut aussi éviter de faire une annexectomie si c'est un kyste bénin, surtout chez une femme jeune. Et donc, on essaye de prévoir notre geste chirurgical le plus optimal possible avec notre examen clinique et notre bilan paraclinique. Alors, dans ce qu'on va utiliser quand même de façon majeure maintenant, si on peut, c'est la classification ORAD, c'est-à-dire la caractérisation des masses ovariennes à l'IRM, selon cette classification qui est calquée un petit peu sur la classification BIRAS de l'ACR pour le sein. Alors évidemment, la clinique reste toujours très importante, hein, l'évaluation de la masse par l'examen pelvien, l'archéintunacide, des choses comme ça. L'échographie qui est souvent réalisée en première intention dans l'évaluation des masses ovariennes, mais quand les masses sont indéterminées, on très facilement à l'IRM. Et les marqueurs tumoraux qui sont aussi particulièrement importants pour les masses ovariennes. Donc évidemment les marqueurs classiques, CA125, la CHE4, le score ROMA,
le CA19-9 et la SUE, mais pensez aussi aux marqueurs des tumeurs non épithéliales, inhibine, LDH, HCG, pour les tumeurs chez les femmes jeunes et les tumeurs qui sont assez atypiques, alpha-fétoprotéines, tout ça. Alors l'IRM, évidemment, qui est aussi l'examen central de l'évaluation de ces masses ovariennes. Et donc la classification ORADS, qui est vraiment très intéressante à avoir, parce qu'elle est assez parlante, et elle a une assez bonne performance, en tout cas pour les ORADS 2, donc c'est des masses bénignes. Donc ça, la performance est excellente pour éliminer un cancer. Pour les ORADS 5, quand on a cette classification, on est quasiment certain qu'on est face à un cancer. Les ORADS 4, on est avec des risques qui sont quand même assez élevés de tumeurs cancéreuses. Et donc, c'est des masses qu'on ne doit pas négliger et qu'on va traiter généralement par l'annexectomie. Et puis les ORAS 3, avec un risque de cancer qui est assez faible. Et finalement, la seule situation où on continue à être assez embêté, c'est sur les suspicions de tumeurs borderline. Sur la stratégie de diagnostic, encore une fois, un bon bilan clinique, une bonne imagerie, et puis après on discute la réalisation du geste. Mais dans les cas classiques avec carcinose, c'est une célioscopie première qui a pour objectif d'avoir l'histologie par la biopsie et d'évaluer l'extension du cancer pour déterminer la stratégie thérapeutique, chimiothérapie première ou chirurgie première. Alors, il nous reste souvent une problématique qu'on discute très souvent en staff, c'est les problématiques des masses ovariennes indéterminées, évidemment sans carcinose, chez les femmes jeunes, et notamment la question des tumeurs mucineuses borderline. Donc le kyste, la tumeur où l'IRM reste encore assez peu performante pour pouvoir différencier un kyste bénin d'un kyste borderline, c'est typiquement ces tumeurs mucineuses ou séreuses, mais surtout les tumeurs mucineuses. Et même parfois, on a du mal à rechercher une petite zone infiltrative sur les imageries. Alors, la problématique est plus pour les tumeurs mucineuses que pour les tumeurs séreuses, puisque chez les femmes jeunes, on va évidemment plus facilement aller à une kystectomie. Et quand on est face à une tumeur séreuse, on n'est pas très inquiet de réaliser une kystectomie et on n'est pas très inquiet de la rupture, parce qu'il n'y a pas d'altération du pronostic. Chez les patientes qui ont des tumeurs séreuses, la rupture n'est pas grave, et donc on peut faire une kystectomie. Évidemment, on va essayer de ne pas rompre, mais on sait que les ruptures sont fréquentes quand même dans les kystectomies. Et voilà, on n'est pas très embêté pour les patients qui ont des tumeurs, qui ont des tumeurs séreuses. Après, si c'est du borderline, on les surveille, mais on sait qu'elles ont un très très bon pronostic. Le problème est pour les tumeurs mucineuses, puisque les études montrent qu'on a un pronostic qui est plus altéré pour les patients qui ont des tumeurs, pour des tumeurs mucineuses. Donc pour les tumeurs borderline, il y a vraiment une différence qui est significative en termes de risque de récidive, que ce soit du borderline ou que ce soit de l'invasif, pour les tumeurs mucineuses par rapport aux séreuses. Et quand on regarde les adénocarcinomes mucineux par rapport aux adénocarcinomes séreux dans les cancers, les histologies mucineuses ont un pronostic qui est plus péjoratif, beaucoup plus péjoratif que les histologies séreuses, et notamment du fait d'une réponse qui est bien moins bonne à la chimiothérapie, et donc une chimiothérapie, quand les patients sont carcinoses, qui ne permet pas de réduire la masse tumorale pour pouvoir faire l'opération. Donc chez des patientes jeunes qui ont des tumeurs mucineuses, on est toujours assez embêté de savoir est-ce que on fait la kystectomie, mais au risque de rompre. Alors, il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas d'altération du pronostic dans les ruptures, mais dans tous les centres experts, on a des histoires de patients jeunes avec des ruptures et malheureusement des récidives de lésions mucineuses, voire même d'infiltrants, et avec des pronostics catastrophiques chez des patients jeunes. Donc, c'est des situations qui nous angoissent quand même un petit peu. Et les recommandations du centre tumeurs rares, qui recommande d'éviter au maximum la rupture chez les patientes qui ont une tumeur mucineuse frontière. Et évidemment, on le sait qu'après, qu'on confirme le caractère frontière qu'après. Mais si on a une forte suspicion de tumeur mucineuse frontière, on n'hésite pas à aller à la laparotomie et pas à la célioscopie pour éviter la rupture et à réaliser l'annexectomie et pas seulement la kystectomie pour éviter encore une fois aussi la rupture. Alors, sur les cancers plus classiques, encore une fois, la prise en charge n'a pas beaucoup évolué. Ça, c'est des images de célioscopie, de carcinose péritonéale, donc les stades où on découvre classiquement les cancers ovariens avec des stades avancés, des carcinoses avancées, qui sont souvent non résécables, souvent la nécessité de débuter par une chimiothérapie, et la chirurgie de cytoréduction, en première ligne si possible, mais sinon un intervalle, éventuellement à 3 cycles, à 6 cycles, avec l'objectif de cytoréduction complète. Les gestes évidemment d'hystérectomie, d'annexectomie, de mentectomie, d'appendicectomie et de résection de l'ensemble des lésions visibles, avec l'objectif du résidu tumoral nul, dont le bénéfice est largement démontré avec un pronostic qui est évidemment catastrophique chez les patientes chez qui on ne peut pas arriver à avoir un résidu tumoral nul. Bon, un pronostic qui reste assez mauvais globalement dans le cancer de l'ovaire, même avec une bonne résection tumorale, mais
la récidive est la règle, mais on gagne des mois, on gagne des années chez les patientes qui ont une cytoréduction complète. Au niveau des donc, les recommandations, évidemment, de réaliser une cytoréduction complète et de réaliser les chirurgies dans des centres de référence. La place des curages, donc, qui a largement été remise en cause, notamment dans l'étude Lyon, avec une absence totale de différence de pronostic dans une étude randomisée chez les patientes avec des cancers de l'ovaire avancés en chirurgie initiale ou en intervalle, et qu'elles aient eu ou pas des curages. Donc il y a vraiment le même pronostic qui ait ou pas les curages chez ces patientes. Et donc, avec d'autres études aussi, hein, bien sûr, d'autres données. Mais donc, la place du curage systématique a largement été remise en cause. Et depuis, on ne réalise plus du tout de curage en systématique, mais dans les cancers les plus fréquents, les cancers séreux de haut grade, on va réaliser des curages en cas d'atteinte ganglionnaire, soit à l'imagerie. Donc, si c'est une chirurgie initiale, s'il y a une atteinte ganglionnaire à l'imagerie initiale. Si c'est une chirurgie d'intervalle, seulement s'il y a toujours une atteinte ganglionnaire après la chimiothérapie en intervalle. Et recommandation toujours quand même d'aller palper les aires ganglionnaires en opératoire pour voir s'il y a des masses. Et s'il y a des masses palpables, de réséquer seulement les masses. Alors l'actualité, bon, vraiment dans le cancer de l'ovaire, c'est pas vraiment la chirurgie, hein, c'est plutôt les traitements inhibiteurs de PARP et la recherche de déficit de la recombinaison homologue. Donc, il y a différents mécanismes de déficit de cette recombinaison, différents marqueurs qui peuvent être impliqués. Les principaux restent évidemment BRCA 1 et 2, qui soient mutés en somatique ou en germinal, mais un ensemble d'autres marqueurs qui vont marquer donc une déficit de la recombinaison homologue. Et ça, c'est un élément pronostic important. Donc, c'est des patientes qui sont de meilleurs pronostics, notamment pour BRCA, puisqu'elles vont pouvoir bénéficier d'inhibiteurs de PARP. Le système, le mécanisme de fonctionnement de ces inhibiteurs de PARP, c'est que c'est des patientes qui ont déjà un déficit de la recombinaison homologue, et donc si on altère l'autre mécanisme de réparation de l'ADN par les PARP, et ben c'est des patientes qui vont accumuler tellement les anomalies génétiques au niveau de leurs cellules tumorales que ces cellules vont mourir, alors que c'est des cellules qui accumulent sinon les anomalies du fait du déficit de la recombinaison homologue et du fonctionnement du système PARP. Donc en inhibant le deuxième système de réparation, on va provoquer la mort des cellules. Donc l'efficacité des inhibiteurs de PARP, c'est vraiment un traitement qu'on va donner, qui semble vraiment améliorer vraiment grandement le pronostic chez certaines patientes, et notamment les patientes mutées, initialement réservé aux patientes mutées BRCA 1 et 2, que ce soit en somatique ou en germinal. Et ça, c'était démontré par les études Solo 1, Solo 2. Et puis, les patientes qui ont un déficit de la recombinaison homologue non lié à BRCA, donc de plus en plus aussi, les études ont montré un bénéfice chez ces patientes-là, et donc on discute aussi de mettre en place ces traitements inhibiteurs de PARP en entretien, hein, c'est après le traitement initial, après la chimiothérapie, après la chirurgie, pour améliorer le pronostic chez ces patientes. Voilà, j'espère qu'on a respecté à peu près le temps. Évidemment, pour pouvoir prendre en charge les cancers, c'est toujours bien d'avoir un contact rapide, et donc n'hésitez pas à envoyer les patientes chez qui vous identifiez des cancers attenants. Merci Clément pour ce tour du monde. Tour du monde des cancers express. Non, mais on a quand même réussi à avoir une vision assez exhaustive de ce qui se fait récemment sur la prise en charge. Je vais peut-être laisser les autres personnes poser des questions parce que ça me semble plus cohérent. S'il y a des questions. On peut poser une question actuellement. Est-ce que parmi ceux qui sont présents, vous avez des difficultés pour le diagnostic? C'est quoi qui vous pose le plus souci dans le management aujourd'hui des cancers gynéco que vous voyez en première ligne? Personne n'a de difficulté à manager les cancers gynécologiques en première ligne, donc c'est fantastique. Ok, moi je vais préparer une petite synthèse de ce topo que je pourrais vous faire circuler, et pour ceux aussi le partager pour ceux qui auront aussi pas pu assister au staff, et il y aura une rediff qui sera faite de toute façon.
Et puis, avec les principaux messages, moi, les principaux messages sont assez simples. C'est que les examens de première ligne, c'est assez standardisé. Il faut quand même s'entourer d'une équipe de radiologues qui connaît quand même les différentes pathologies. Ça, c'est indispensable. Que ce soit pour l'ovaire avec la caractérisation systématique des masses ovariennes selon la classification RAD, que ce soit pour le col, parce que c'est un enjeu important, même si finalement dans l'école précoce, la stratégie elle est assez standardisée, c'est quand même important d'avoir une bonne évaluation en imagerie. Et puis sur l'ovaire, eh ben, c'est plutôt la rapidité avec laquelle on va pouvoir adresser ces patientes vers un centre qui prend en charge ce type de patiente. Et voilà, Clément vous a donné son adresse. Si jamais vous avez des cas de cancer de l'ovaire ou des suspicions de cancer de l'ovaire, c'est des patientes qu'il faut manager d'emblée dans le centre adapté. Et puis, une situation plus fréquente que les cancers de l'ovaire, puisque ça reste rare, c'est plutôt les masses plutôt indéterminées qu'on va classer au RADS 4, notamment si les patientes jeunes, puisque un des enjeux, au-delà du geste thérapeutique, c'est vraiment celui de la préservation de la fertilité, soit avant parfois le geste chirurgical, soit pendant, c'est-à-dire avec la préservation de cortex, soit après. Mais aujourd'hui, c'est une discussion qui est absolument indispensable quand on parle de prise en charge de ces lésions. Et du coup, il faut aussi l'anticiper. Il ne s'agit pas de s'en apercevoir après, parce que plus vous allez donner les infos avant aux patientes, plus vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Encore une fois, merci beaucoup Clément, parce que ce topo était très complet et puis il a dû te prendre pas mal de temps pour faire une telle synthèse, donc merci. Et puis bah, voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde et je pourrais parvenir un petit résumé. De rien. Bonne soirée tout le Merci. monde. Merci beaucoup pour ce très bon test. Merci beaucoup. De rien, bonne soirée. Merci. Merci.